D'abord, il faut faire la différence entre deux valeurs de biens. On peut avoir la valeur vénale d'un bien, c'est-à-dire que c'est la valeur en fonction de ce qui est autorisé, uniquement ce qui est autorisé. En général, c'est sur ça que la banque va se baser pour faire un prêt. Si on prend des acheteurs potentiels, d'accord, un acheteur potentiel, lui, il va être prêt à payer en plus, même pour des parties qui ont été construites sans autorisation. Un professionnel Olé vous parle de son métier. Difficile lorsqu'on fait son alia de choisir sa profession. Il y a beaucoup de tentations et on a l'impression que c'est très compliqué de travailler dans un milieu complètement israélien. Eh bien, on va vous parler d'un parcours, de celui de Yoel Berebi qui a choisi d'être chamaï. Vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous, il va nous expliquer tout de A à Z. Yoel Berebi, bonjour et bienvenue. Enchanté Cathy. Alors vous êtes chamaï. Exactement. Et pourtant il n'en a pas toujours été ainsi. Du tout. Vous avez mis du temps à vous décider, à vous lancer, on va dire. C'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Et oui, ça prend du temps. On se lève pas un matin, on se dit je vais être chamaï. Donc, pourtant, vous êtes arrivé à 19 ans. Exactement. Donc, parcours de l'armée, les études. Mais ouais. Même les études, ça suffit pas. C'est vrai que c'est encore un autre choix d'études pour finir chamaï. Ok, alors en quoi ça consiste d'être chamaï exactement ? Comment on peut traduire ça ? Parce que je ne crois pas que ça existe en France. Alors, il n'y a pas de parallèle en France pour le chamaï. C'est un mélange entre évaluateur immobilier et expert en immobilier, mais qui a toute sa signification en Israël, parce que chaque iska, chaque vente ou chaque achat qui se fait en Israël, ça passe dans 90% des cas par un chamaï. Alors, il y a 3 catégories de chamaï, on va dire, d'évaluateurs de biens. On peut se diriger dans 3 spécialités différentes. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Alors, les 3 grandes spécialités, après, il y a plein de ramifications, mais grosso modo, il y a des chamaïs qui vont être là pour définir la valeur des biens immobiliers, par exemple, pour les banques, ou pour ceux qui sont intéressés par acheter, par vendre. Ça, c'est la première grosse catégorie de chamaï. De savoir, en gros, combien le bien coûte. Combien le bien coûte ou combien le bien vaut. On verra par la suite que ce n'est pas forcément la même chose. Okay. Et surtout, à combien est-ce que la banque va vous suivre pour acheter un bien immobilier. En général, on va détailler. Alors ça, on va dire que c'est plutôt le côté mashkentaot, prix immobilier, exactement. etc. Ça, c'est ce que vous faites, vous. Voilà. En gros, c'est moi ce que je fais. Dans 90% de mon temps, c'est ça. Après, il y a d'autres catégories, exactement. Il y a des chamaïm qui vont plus se spécialiser dans tout ce qui est imposition pour les biens immobiliers. Par exemple, vous avez acheté un terrain, il y a un nouveau plan d'urbanisme. Combien est-ce que vous allez devoir payer ? Est-ce que c'est intéressant pour vous de le vendre ? Est-ce que c'est intéressant pour vous de construire dessus ? De passer avec un kablan, de passer avec un yazam ? Ça, c'est une autre catégorie de chamaïm. Parce qu'il y a des taxes, évidemment, qui sont des taxes d'État qu'il faut payer dans différentes conditions. Ça s'appelle l'impôt sur la plus-value ou la taxe d'amélioration. Exactement. Ok, donc tout ça correspond à cette catégorie. Non, exactement. Et la 3e catégorie qu'on a, c'est des chamaïm qui vont être là pour aider les vaadot, j'ai un peu du mal à traduire ce mot. Voilà, les commissions pour définir combien est-ce qu'il va falloir payer d'impôts, ou est-ce qu'on peut autoriser encore des logements. Ça va être plus... les plans d'urbanisme. Voilà, exactement. Pour développer les plans d'urbanisme, pour voir est-ce que financièrement ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup de le faire, combien est-ce qu'il faut faire, dans quelle mesure. Ça, c'est la 3e catégorie de chamaïm qu'il y a. Alors, nous, on va se concentrer sur la vôtre, sur ceux... Et puis, en plus, ça va intéresser beaucoup les gens qui nous écoutent. Quand on veut acheter un bien immobilier, alors on va à la banque. Et évidemment, la première chose que la banque nous demande, c'est d'évaluer le bien. Combien coûte votre bien ? Alors, si on répond le prix que le vendeur nous propose d'acheter le bien... parfois, on a des surprises parce qu'il faut faire des évaluations précises. D'abord, il faut faire la différence entre 2 valeurs de biens. On peut avoir la valeur vénale d'un bien, c'est-à-dire que c'est la valeur en fonction de ce qui est autorisé, uniquement ce qui est autorisé. En général, c'est sur ça que la banque va se baser pour faire un prêt ou pour suivre sur une... Ce qui est autorisé, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ce qui a des permis de construire. Ok. Sur les terrains qui sont construits, qu'est-ce qui a été autorisé, qu'est-ce qui n'a pas été autorisé. C'est tout est légal, en gros. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la banque, elle ne va pas prendre de risque à donner de l'argent pour acheter quelque chose
qui n'est pas à 100% légal. D'accord, ça veut dire que pour un bien, un très bel appartement, 200 mètres carrés, où il y a, on va dire, un ajout qui a été fait dans le jardin en dur de 60 mètres carrés, ces 60 mètres carrés qui ne figurent pas au tabou, qui ne sont pas légalisés, pour la banque, ils n'existent pas. Alors, c'est pas que ça. Juste après, on reviendra sur le fait que ce soit inscrit au tabou ou pas, parce que ça, c'est un point qui est très, très important. Il y a beaucoup de gens qui tombent là-dessus. Mais non seulement la banque ne prendra pas ça en compte, mais en plus, elle enlèvera de la valeur du prix du bien pour pouvoir rendre le bien légal totalement. Ça veut dire qu'elle, elle va prendre en compte le fait qu'il faut détruire cet ajout. D'accord. Combien est-ce que ça coûte pour détruire cet ajout? Alors des fois, c'est juste une pièce, donc c'est pas très problématique. Mais si par exemple, dans cet ajout, il y a une cuisine qui a été faite, la salle de bain de la maison qui a été faite, là, ça coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire que le bien, il peut valoir par exemple 2 millions, mais il va y avoir 100 000, 200 000 shekels en moins, juste pour pouvoir mettre aux normes cet appartement en fonction de ce qui a été autorisé. Donc ça, c'est la valeur vénale de chaque bien. Puis il y a une autre valeur. Alors, il y a la valeur du marché. C'est-à-dire que si on prend des acheteurs potentiels, d'accord, un acheteur potentiel, lui, il va être prêt à payer en plus, même pour des parties qui ont été construites sans autorisation. C'est-à-dire que lui, par exemple, un très bel appartement de 150 mètres carrés, magnifique, avec 50 mètres carrés, donc une chambre, par exemple, ou une galerie qui a été construite, qui ne figure pas nulle part, l'acheteur potentiel, lui, est prêt à rajouter. Alors, il ne va pas rajouter le prix au mètre carré pour tout ça, mais il va rajouter une somme en plus. Maintenant, juste, je veux venir sur un point parce que c'est vraiment important. Tu me disais tout à l'heure, oui, c'est inscrit au tableau, c'est pas inscrit au tableau. Il faut faire la dissociation entre ce qui est inscrit au tableau et ce qui est autorisé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est très possible qu'au tableau, c'est inscrit comme un appartement de 100 mètres carrés, mais ce qui a été autorisé, c'est un marsan de 10 mètres carrés. Comment est-ce que c'est possible? On va prendre un cas très très simple. Disons qu'on a un constructeur qui a construit un immeuble. D'accord? Il a vendu un marsan à quelqu'un. D'accord? La personne a acheté le marsan et elle l'a transformé en appartement, peu importe de combien de mètres carrés. 1 an après, 2 ans après, il y a le Rishum Mekarken qui vient et qui fait, si tu veux, l'état des lieux et qui va définir qu'est-ce qui appartient à qui. C'est ce qu'on appelle le Bait Meshutaf. En fonction du Bait Meshutaf... Les parties communes. Voilà, les parties communes. Et surtout, c'est là qu'on définit les lots. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en fonction du Bait Meshutaf, on va inscrire le Nessar. Tout le monde connaît le Nessar Tabo, l'ordre du cadastre, où là-bas, il y a écrit qu'est-ce que c'est, combien de mètres carrés, à qui ça appartient. C'est-à-dire qu'on se base sur les deux, on fait la synchronisation des deux pour savoir qu'est-ce qui appartient à qui. Maintenant, c'est très possible que quand le modèle, c'est-à-dire que celui qui va mesurer, il va venir, il va prendre ses mesures. Lui, quand il est arrivé, c'était un appartement, c'était plus un marsan. Donc, il va l'inscrire en tant qu'appartement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand demain, la personne qui a transformé son appartement va vouloir le vendre, si celui qui achète, il ne fait pas les bonnes vérifications, il peut se retrouver à acheter un marsan pour le prix d'un appartement. Et bien sûr que je n'ai pas besoin de dire que la banque ne suivra pas. Et suivra au prix du marsan. Voilà. Et tout et encore. Alors, on comprend un petit peu l'intérêt d'avoir recours à un chamaï. Évidemment, je crois que c'est une profession qui est en pleine évolution. Tout à fait. Il y a beaucoup de Français dans cette profession ou pas tellement? Pas énormément. Donc, pas énormément parce que déjà, c'est peu connu. Il n'y a pas en France ce métier. Il y a des équivalents, mais ce n'est pas reconnu comme en Israël. C'est-à-dire qu'en Israël, c'est incontournable. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète ou qui vend ou qui ne veut pas se faire avoir... Comme un notaire en France, c'est incontournable. Ici, c'est incontournable aussi. D'accord. Exactement. Donc, le problème, c'est que les Français ne sont pas totalement au courant de ce métier. Qu'est-ce qu'il représente? À quoi est-ce qu'il sert? D'accord? Mais quand on est dedans, alors on se rend compte de l'importance de ce métier parce que il y a beaucoup de gens qui tombent juste parce qu'ils n'ont pas vérifié avant. Bien sûr. Être un francophone, c'est un avantage dans ce métier? C'est un énorme avantage, dans le sens où les Français ont besoin de ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils viennent en Israël, ils pensent connaître les prix du marché, ils pensent savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché, mais il y a beaucoup de points sur lesquels on peut tomber. D'exceptions, on va dire. Voilà, exactement. Donc il faut faire attention et c'est un marché qui est en pleine expansion. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de France, qui veulent acheter. Donc, ça passe par le chamaï. Et par les Français, vraiment, c'est un avantage. D'accord. Alors, que faut-il faire pour devenir chamaï? Que faut-il étudier ou avoir étudié? Alors, que faut-il faire? Déjà, beaucoup de filotes, parce que c'est pas simple. Mais au niveau pratique, ce qu'il faut d'abord, c'est une licence. Peu importe en quoi. Ça peut être en musique, ça peut être en gestion, ça peut être vraiment importe, une licence. Et ensuite, c'est que des examens d'État. C'est-à-dire qu'il y a 12 examens d'État. D'accord.
Après ces 12 examens d'État, il va falloir passer un stage de 1 an ou 2 ans en fonction du nombre d'heures qu'on peut travailler par jour. Et après, il y a encore 2 examens d'État qui, eux, sont les plus compliqués. Ça veut dire qu'il y a un taux de réussite qui est entre 20 à 30%. Alors, avec un petit bémol, c'est que quand vous parlez d'avoir une licence en poche, c'est-à-dire que c'est au moment du stage où il faut avoir une licence. Exactement. On peut commencer à passer les examens, même si on n'a pas encore fini sa licence. Exactement. Pour les plus courageux d'entre vous, ceux qui veulent, ils peuvent faire leur licence. Très dur, mais bon. Et en parallèle, commencer à faire des examens pour s'alléger ensuite. Et aujourd'hui, il y a aussi des mikhlalot ou des universités qui commencent à proposer un masloul qui est déjà prévu, un parcours pour pouvoir être chamaï. Parce qu'à votre époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Ça venait de commencer, il y avait déjà un petit peu, mais ce n'était pas très reconnu. Et en général, les bureaux, ils n'aimaient pas trop prendre des stagiaires qui venaient de cette branche-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus reconnu, c'est un peu plus mis au point. Et ça fait qu'on peut faire en parallèle son Toar Rishon, sa licence, et en même temps apprendre pour être chamaï. Donc 12 examens, un stage, plus 2 examens à la fin. Et une licence. Ça prend une licence, bien sûr. Ça prend combien de temps tout ça? C'est long quand même. Ça dépend de chacun, parce que ça dépend combien est-ce qu'on veut s'investir là-dedans. On peut passer les examens tous les combien? Tous les 6 mois. Avec une seule chance. C'est-à-dire que si vous l'avez loupé, il n'y a pas de rattrapage ou il n'y a pas de moët bête. Alors qu'est-ce qu'on fait? On réapprend. Et on attend encore 6 mois? Et on attend 6 mois et on le repasse. Et si on a une mauvaise note, c'est éliminatoire ou pas? Alors, éliminatoire, non. Mais si par exemple on prend un examen, peu importe quoi, et qu'on a eu 2 fois une note qui est inférieure à 65, 2 fois de suite, c'est-à-dire qu'on l'a déjà passé 2 fois, il faut attendre 1 an pour le repasser. On ne peut pas le repasser 6 mois après. Ok, donc plutôt être bien préparé pour se décider. Plus bien travailler. C'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'investissement au niveau du temps d'apprentissage, au niveau d'apprendre. Il n'y a pas le choix. Alors on va revenir sur le stage, mais avant ça, pour conclure le chapitre des études, on apprend quoi dans ces examens qu'il faut passer? Alors c'est très très varié, c'est-à-dire que ça va des lois sur l'imposition aux lois sur les terrains immobiliers, ça va sur l'économie, microéconomie, macroéconomie, ça va sur l'ingénierie du bâtiment, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on le dit en français. Connaissance dans les modes de construction. Voilà, exactement. Savoir c'est quel mode de construction, savoir comment est-ce que ça a été construit, vérifier simplement est-ce qu'il y a des défauts dans l'appartement. C'est-à-dire que ça aussi c'est une branche à part. Par exemple, il y a une branche chez les chamaïs qui s'appelle chamaï rechouch. Vous avez acheté un appartement par exemple, ok, et vous vérifiez est-ce qu'il y a des défauts dans l'appartement. Et en fonction de ça, des défauts de construction. Des défauts de construction. C'est-à-dire que ça c'est une branche. Exactement. Okay, ça c'est une branche encore à part. C'est une autre branche encore à part, exactement. Mais ça on peut faire les deux en même temps, c'est pas un problème. Ok. Alors, vous avez décidé de vous lancer dans ce métier que vous exercez depuis combien de temps déjà? Depuis 2017. Ça fait 4 ans, 5 ans. Ça commence à faire un petit moment. Vous faisiez quoi avant? Alors, avant, comme une grande partie des Français, dans le téléphone. Télémarketing. Ça, c'est un peu très bien votre vie. Baruch Hashem, on ne peut pas se plaindre. D'accord. Mais bon, c'est un peu un point d'ancrage, le télémarketing en Israël. Je remarque, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent en Israël, même qui ont déjà un métier ou qui ont déjà quelque chose, le point d'ancrage, c'est « Allez, on va commencer avec du télémarketing ». Alors, je ne vais pas cracher dans la soupe, Rajve Shalom. Baruch Hashem, j'ai bien gagné ma vie là-dedans. Je travaille dans une très bonne boîte. Mais au bout d'un moment, tu te dis, je ne vais pas être au téléphone toute ma vie, quoi. Et à un moment, il faut se lancer. Il faut y aller. C'est dur de se lancer. C'est dur, ouais. Il faut beaucoup de Emouna. Parce que c'est la peur du vide, la peur de l'inconnu. Mais d'un autre côté, il y a tellement des bonnes personnes et il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir. C'est-à-dire que c'est aussi bien sur toi. Exactement. Voilà, donc j'imagine aussi que le côté finance compte dans la balance. Parce que vous gagnez bien votre vie. Et puis là, pour le coup, il faut accepter. En plus, quand on fait un stage, accepter d'être très peu payé. Alors, pour la petite anecdote, parce que ça, c'est un peu croustillant. Avant de commencer mon stage, mon premier entretien avec mon patron, avec qui je travaille encore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait 6 ans déjà maintenant, 7 ans que je travaille avec lui depuis 2015. Mon premier entretien, on n'a même pas commencé l'entretien, qui me dit ok, combien tu gagnes aujourd'hui? D'accord, bon, je lui dis, t'as combien d'enfants? D'accord. Il me fait alors écoute, on arrête ici l'entretien. Ok, tu vas voir ta femme, tu vas lui dire que pendant 1 an et demi, 2 ans, ce que tu vas gagner, c'est comme ça et comme ça. Aux alentours de 4000, 4500 shekels, c'était le minimum horaire. Si elle te donne l'autorisation, tu reviens. Sinon, j'étais ravi de te rencontrer. Voilà, aussi simple que ça. Oui, parce qu'il faut pouvoir lâcher un certain niveau de vie pour accepter
C'est redescendre, mais indispensable. C'est descendre pour mieux remonter. Ben voilà, c'est ça. Yerida letzorech aliyah. Ouais, mais c'est une décision pour l'avenir, on va dire. Exactement. C'est-à-dire quelqu'un qui est marié, qui s'entretienne avec sa femme ou avec son mari. Ouais, peu importe. Voilà, il n'y a pas énormément de chamaït, mais bon, c'est regrettable d'ailleurs, mais faut vraiment vérifier avant, est-ce qu'on peut suivre, est-ce qu'on va pas pouvoir suivre, c'est-à-dire que ça va être 2 ans, 3 ans qui vont pas être 3 ans difficiles, mais après, une fois qu'on est chamaï, on gagne bien sa vie. On gagne bien sa vie, au Hachem, plus que la moyenne. C'est-à-dire un chamaï qui débute, après, ça dépend dans quel domaine il travaille, ça dépend avec quel bureau, ça dépend dans quel ésor. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le centre, à Tel Aviv. Voilà, il va gagner un peu plus que quelqu'un qui travaille dans le Tzafon ou quelqu'un qui travaille sur Jéru. Ça dépend. Mais en règle générale, un débutant, il va être entre 8 000, 10 000 shekels, 11 000 shekels. Et après, ça augmente au fur et à mesure. Ok, au bout de 4 ans, on est à 15, 18, 17. Ouais, dans les 15, 16 à peu près. Ouais. Ok, donc ça c'est important. Après, c'est sur le pouce, quoi. C'est-à-dire, c'est pas qu'on vienne pas me voir après, on me dit ça fait 4 ans que je suis chamaï et je gagne pas cette somme-là. Non, mais c'est important de le préciser parce que ça donne vraiment une perspective du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas pour savoir combien vous gagnez, pas du tout, mais c'est pour. Non, moi je gagne beaucoup plus. Faites attention, les infos nous écoutent. C'est juste pour donner de la perspective, pour savoir où on met les pieds quand on se lance. Au-delà du paramètre financier, il faut savoir que c'est un métier qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, beaucoup de gens. On apprend énormément tous les jours. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends énormément chaque jour. Sur quoi ? Sur votre domaine ou sur mon domaine, sur des choses qui peuvent arriver. Moi, par exemple, j'ai acheté un appartement avec ma femme. J'ai pris un chamaï pour vérifier. Vous l'avez pas fait Alors, vous-même. je ne l'ai pas fait moi-même parce que moi, je suis Nogé à Badavar. Donc, j'avais un intérêt à essayer d'arriver à... Voilà, vous avez pris quelqu'un d'extérieur. J'ai pris quelqu'un d'extérieur, je lui ai payé plein pot, d'accord, pour être Incroyable. sûr que j'arrive au contrat, je peux signer le contrat... Tranquillement. Voilà, tranquillement, sans surprise, sans qu'après, avec la banque, j'ai pas de problème. Donc, Mais il faut comprendre, ça, on le répète, on l'a dit, mais on le répète, la banque ne fait confiance qu'au chamaï. C'est le seul en Israël qui est habilité à donner la valeur d'un bien. C'est-à-dire qu'un métavers qui va venir, un agent immobilier qui va vous dire, voilà, ça vaut comme ça et comme ça, d'accord, d'après la loi, il n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que vous avez maintenant des métavers qui viennent et qui vous disent, ok, venez, moi je m'occupe de mon appartement et je vous l'évalue. C'est interdit. En France, peut-être que ça marche comme ça. Mais en Israël, c'est interdit. Et c'est très important puisque la banque déterminera le prêt qu'elle va vous octroyer en fonction du résultat de cette chamaout, comme on dit, cette évaluation, exactement. Voilà, évaluation. Donc, un métier passionnant, apparemment. Vraiment. C'est vrai. Vous le conseillez aux jeunes qui nous regardent ? Et vraiment, je le conseille parce que c'est tellement agréable de pouvoir venir en aide à des gens, de pouvoir leur expliquer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter, qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre. Par exemple, une fois, j'ai une personne qui voulait vendre un appartement. On lui a fait l'évaluation et en fait, elle aurait perdu des centaines de milliers de shekels si elle avait vendu au prix qu'elle voulait le vendre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient encore des sruyot bnia, ils avaient encore des droits de construction. Et les gens ne savent pas toujours qu'est-ce qu'ils ont entre les mains ou qu'est-ce qu'ils vont acheter entre les mains. C'est-à-dire qu'il faut savoir que acheter un appartement ou une maison, on n'achète pas 50 000 appartements ou 50 maisons dans sa vie. Donc, il faut s'arrêter là-dessus. Il faut prendre quelqu'un qui soit diplômé, qui soit assermenté pour faire cette évaluation, pour avoir le moins de surprises possible. C'est-à-dire que même avec ça, il va y avoir des surprises. Il y a toujours des surprises. Bon, Hachem, mais il faut minimiser les risques. Ok, donc c'était vraiment intéressant de vous avoir aujourd'hui, Yoël Bérébi. Si certaines personnes ont envie de se renseigner ou de vous poser quelques questions, est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone ? Avec plaisir, et vraiment je conseille, même si je ne vais pas être votre chamaï, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous renseigner, si vous voulez vérifier quelque chose, même pour le stage, pour les études, pour tout ce que vous avez besoin, vraiment ce sera avec plaisir que vous transmettiez mon téléphone. On va le faire tout de suite. 050 24 75 764 050 24 75 754. C'est le numéro de Yoël Bérébi. Appel non surtaxé. Voilà, c'est non surtaxé. Vous pouvez l'appeler, il vous répondra avec plaisir si vous avez des questions sur le métier ou sur le stage ou autre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai été ravi d'être là, Cathy. C'est un plaisir. Partagez. Batzlacha pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Un professionnel au lait vous parle de son métier.